Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur France 2 ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Après le choc causé par les actes qui ont ôté la vie à nos concitoyens à Paris le 13 novembre dernier, nous avons tous ressenti une immense peine, parfois de la peur. Aujourd'hui, toutes nos ressources intérieures doivent être mobilisées pour faire face à cette situation avec sagesse et compassion. Mais comment tenter d'appréhender avec un peu plus de recul ces événements dramatiques ? Que peut-il en être dans ce cadre de nos pratiques spirituelles, mais également de notre action plus concrètement sur le terrain, en France ou à l'étranger, notamment à travers ce que Matthieu Ricard appelle la compassion en action? Je vous propose de le retrouver sans plus attendre pour en parler. Matthieu Ricard, bonjour. Bonjour. Alors, vous vivez dans l'Himalaya depuis 1972. Vous avez étudié et pratiqué le bouddhisme tibétain auprès de grands maîtres spirituels comme Kangyo Rinpoche puis Dilgo Khyentse Rinpoche. Cela fait une trentaine d'années à peu près que vous êtes devenu moine. Vous vous occupez de nombreux projets humanitaires au Tibet, en Himalaya, au Népal, à travers votre association Karuna Setchen. Et vous venez de sortir un livre passionnant avec Christophe André et Alexandre Jolien, 3 amis en quête de sagesse, publié par l'Iconoclaste et Alary Éditions. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Matthieu Ricard. Merci. Alors, tout d'abord, suite aux événements terribles qui nous ont secoués lors de l'année 2015, je fais bien évidemment référence aux attentats, comment essayer de ne pas perdre courage et de réagir avec sagesse et discernement face à tout cela? C'est curieux que parfois on dit oh, la sagesse, c'est pas le moment, quoi. Comme si la sagesse c'était une sorte de luxe qu'on pouvait se permettre quand tout va bien. De même que l'altruisme, on dit ça à propos de l'altruisme aussi. Alors tout d'abord, il est évident que c'est une tragédie sans nom. Et il ne faut jamais perdre de vue le sort des victimes, de leurs proches qui leur survivent. Et ça. Donc essayer de voir ça sous un angle un peu différent que celui de l'actualité immédiate, ce n'est absolument en aucune façon perdre de vue la compassion sans limite et la solidarité qu'on doit avoir avec ceux qui en ont souffert terriblement. Ceci dit, il est certain qu'une réaction épidermique qui peut sembler la réaction la plus appropriée, la plus forte, à savoir de réagir en allant mettre des bombes partout, évidemment, ce n'est pas ça qui va interrompre le cycle de la violence. Le Bouddha l'a bien dit, si la haine répond à la haine, ou la violence, ce n'est pas forcément de la haine, disons de l'agressivité, l'usage de la violence comme soit de solution, la violence ne séchera jamais, c'est normal. C'est une escalade, on perpétue ce cycle de la violence. Et puis aussi, ça montre qu'on ne réagit qu'aux symptômes, sans réfléchir à ce qui a finalement amené tout ça aussi barbare et ignoble et complètement inconcevable, cela soit-il. Il faut quand même se dire que ces personnes, quand elles avaient 4-5 ans, elles ne rêvaient pas de couper la tête des gens dans l'existence comme le but principal de leur vie. Donc il s'est passé quelque chose à long terme, des choses qu'on a souvent négligées sur le long terme. Et puis il faut aussi voir les choses historiquement dans un contexte plus vaste. Et par exemple, finalement se féliciter quand même du fait que la violence n'a cessé de diminuer au fil des siècles, en dépit de tout ce qu'on vous montre dans les médias. Si l'on prend que l'exemple des homicides, en Europe, au XIVe siècle, il y avait en moyenne une centaine d'homicides par an pour 100 000 habitants. En Angleterre et en France, c'était bien évalué. Aujourd'hui, c'est 100 fois moins. Donc, malgré tout, on n'a jamais vécu dans une société où il soit aussi sûr de vivre. On a aussi peu de probabilité de mourir, d'être tué dans l'année. Donc, ceci dit, que faire? Eh bien, je crois qu'il faut, dès maintenant, considérer les 5, 10, 15, 20 ans à venir dans le domaine de l'éducation, d'essayer d'ouvrir ces sociétés qui ont produit ces personnes insatisfaites, de ressentiment, quelles qu'en soient les causes, qui sentent eux-mêmes être justifiées, même s'il n'y a aucune justification. Ceci dit, il y a des raisons. Et les raisons, nous devons les connaître et nous devons y remédier sur le long terme. Donc pour vous, c'est vraiment mettre en place une prévention dans ce terreau social finalement dans lequel cette violence a pris racine. On sait que par exemple, ce qui favorise la diminution de la violence, c'est l'essor des démocraties, c'est un meilleur statut pour les femmes, c'est l'accès à une éducation ouverte, c'est les échanges. Si vous échangez avec des pays étrangers, avec d'autres personnes, il vous intéresse qu'ils soient en vie et prospères et non pas ruinés et morts. Et toutes sortes de facteurs, l'essor de l'empathie, et se mettre à la place de l'autre, de la raison, de voir comment vivre ensemble, comprendre l'interdépendance des choses, tout ça, ça procède de l'éducation, d'un changement de société qu'il faut favoriser. Donc les réponses immédiates
comme ça de réagir parce que ça fait fort, on a l'impression qu'on assume à simplement bombarder tout le monde. Malheureusement, c'est pas ça. On voit bien qu'Israël et la Palestine, si à chaque fois c'est œil pour œil, dent pour dent, Gandhi le disait bien, le monde finira par être aveugle et édenté, et c'est un peu ce qui se passe. Alors c'est intéressant parce que j'ai entendu que vous disiez qu'il fallait se comporter comme un médecin face à un fou furieux dans des circonstances aussi dramatiques. Sur le coup, en fait... Un médecin, un fou furieux, il est dangereux, donc il ne s'agit pas de le laisser faire n'importe quoi et de continuer à ravager les gens autour d'eux. On peut à la rigueur le mettre une camisole momentanément, mais le médecin ne va pas saisir un gourdin et réduire le fou en bouillie. Ça, c'est pas la vocation d'un médecin. Donc, le médecin doit bien sûr contrôler le patient s'il est violent, mais en même temps, sa mission est de se dire comment est-ce que je pourrais, si possible, guérir ce patient. Et si ce n'est pas possible, au moins l'empêcher de nuire momentanément, mais l'empêcher de nuire pas avec agressivité, pas avec animosité, mais simplement pour l'empêcher de faire du tort. Donc mettre en place notamment cette compassion bienveillante. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup, ce terme de compassion. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer plus précisément, Mathieu Ricard? La compassion en général, c'est l'application de l'amour altruiste qui est de souhaiter le bien-être de tous les êtres, quels qu'ils soient, les êtres sensibles. Et lorsque cet altruisme rencontre ou est confronté à la souffrance, eh bien, c'est simplement la contrepartie de l'amour altruiste, qui est vis-à-vis de la souffrance, puissent les êtres cesser de souffrir et puissent les causes de la souffrance être remédiées. Donc la compassion, dans ce cas, ce n'est pas du tout une faiblesse, une sorte d'indulgence vis-à-vis du mal qui a été fait, parce que la compassion vise à remédier à toutes les causes de souffrance, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient et quelle que soit leur forme. Donc, il ne s'agit pas de tolérer des comportements absolument inacceptables, mais de remédier à leur cause. C'est ça, la compassion en action. Mais sans, encore une fois, jamais avec une idée de nuire, mais avec l'idée d'être quelqu'un qui va guérir ces causes de la souffrance. Alors, vous êtes vous-même l'incarnation de cette compassion en action, notamment à travers tous vos projets humanitaires à travers le monde. Alors, il y en a de nombreux, mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur celui que vous mettez en œuvre au Népal. Oui. Concrètement, comment ça se passe là-bas? Parce que c'est un pays qui a subi aussi des heures dramatiques, on s'en souvient. Alors, en général, donc, depuis une quinzaine d'années, en gros, nous traitons environ 100 000 patients par an dans différentes dispensaires cliniques, dans des villages, dans le nord de l'Inde, au Népal et au Tibet. Et environ 25 000 enfants étudient dans les écoles que nous avons construites. Alors, bien sûr, il y a eu 2 tremblements de terre majeurs au Népal, en avril et début mai, qui, en dehors du nombre de victimes, de 8 000 victimes, mais surtout des centaines de milliers de personnes dans les villages. Les villages ont beaucoup plus été touchés que la ville de Katmandou. Certains villages ont été détruits à 90%, et des personnes qui, déjà, dans un pays qui était un des 10 plus pauvres au monde. Donc, du fait que nous sommes une organisation de terrain, c'est-à-dire qu'on ne passe pas notre temps à faire des discussions, des palabres dans des villes étrangères, mais on est vraiment sur le terrain avec les gens locaux, avec des ONG locales aussi. Ça nous a permis de développer tout ce réseau que nous avions déjà en place depuis longtemps pour intervenir dans 620 villages où nous avons pu aider 210 000 victimes. Et alors, ce n'est pas seulement les aider en leur tapotant sur la joue, c'est 600 tonnes de riz, 15 000 tentes, etc., etc. Et une fois que la phase d'urgence immédiate est passée, maintenant, sur 3 ans, nous allons aider ces personnes à refaire leur vie. Donc, sur 13 districts les plus affectés, dans 12 districts, nous allons choisir un certain nombre de villages qui sont déjà déterminés pour reconstruire des écoles, pour assurer la sécurité alimentaire, empêcher le trafic des femmes et des enfants qui malheureusement se produit, apporter de l'énergie solaire, de la culture biologique, etc., etc. Donc des projets intégrés, collecte d'eau de pluie, de sorte que ces personnes puissent se refaire une vie petit à petit. Et donc tous les dons incroyablement généreux que nous avons reçus des citoyens du monde entier, notamment en France, c'est une des premières fois où Karuna Sechen ne fonctionne pas simplement par des mécènes, mais aussi des personnes qui ont envoyé quelques dizaines d'euros, qui nous ont fait confiance. Et donc nous sommes réconfortés de pouvoir dire que nous avons effectivement tout ce qu'ils ont fait a été sur le terrain et va continuer d'aller sur le terrain sans intermédiaire pour soulager ces souffrances. Alors vous venez de souligner cet élan de solidarité absolument formidable. On a le sentiment tout de même, et je crois que vous-même vous l'avez dit, que la solidarité est beaucoup plus présente, l'entraide est plus présente dans ces pays, notamment en Asie, au Népal, qu'en France, par exemple. Alors ça dépend. C'est sûr que dans les sociétés plus
collectiviste, ce sentiment, comme au Japon, par exemple, on a vu au moment du tsunami, les gens tout de suite sont ensemble. Et dans cette société très individualiste, des fois, ça apparaît moins. Ceci dit, en France, est un des pays d'Europe où il y a le plus de bénévolat. Et ce bénévolat, si on l'évaluait en termes de rémunération, ça représenterait 8% du PIB. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent. On oublie d'ailleurs en général la banalité du bien. C'est-à-dire que le fait que, la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres. Parce que notre attention est interpellée, attirée, lorsqu'il se passe quelque chose de tragique qui mobilise notre attention. Donc, reconnaissons aussi cela chez nous. C'est certain qu'en France, peut-être du fait que l'État pourvoit aux besoins des personnes qui sont malades, dans le domaine de la santé, l'État-providence, c'est quand même quelque chose de formidable. Essayez de vous pointer aux États-Unis ou en Chine ou en Inde, si vous êtes très malade à la porte d'un hôpital, si vous n'avez pas l'argent à mettre avant d'entrer à l'hôpital pour couvrir vos frais, vous n'entrez pas, vous pouvez mourir à la porte. Donc c'est quand même formidable. Ceci dit, du fait que l'État prend en charge tous ces soins et cette assistance sociale, il y a moins, si vous voulez, dans le secteur public, la société civile, il y a peut-être moins d'enthousiasme pour la philanthropie que dans certains pays comme les États-Unis, où l'État ne fait pas grand-chose, et du coup, des philanthropes viennent pallier à tout ça. Personnellement, je préfère l'État-providence, parce que la philanthropie, ça peut être parfois un peu désordonné, c'est-à-dire qu'ils aident pour certaines choses, et puis pas pour d'autres. Normalement, un État bien géré doit aider les secteurs les plus pauvres de la population d'une façon qui doit être raisonnée et intelligente. Et pour finir, peut-être sur une note positive également, est-ce que vous pensez que la peur qu'a suscité ces attentats peut unir et rendre plus altruiste notre société ? On voit dans les grandes catastrophes, ces attentats font partie, ça peut être des catastrophes naturelles comme au Népal, normalement la société devient plus solidaire. Mais ce n'est pas sur la base de la peur, c'est sur la base de faire face à la difficulté, aux obstacles, à la souffrance, et de se reconstruire ensemble. La peur, au contraire, on a tendance à s'écarter et essayer de se protéger dans un petit cocon. Donc la peur n'est pas féconde pour nourrir cette solidarité. Par contre, ce qu'on a vu lorsque la population vit ensemble, ça s'est passé au moment des attentats de Charlie Hebdo et dans bien d'autres circonstances, je crois qu'il faut surmonter cette peur et nourrir davantage le sentiment de solidarité. Et aussi le faire, pas seulement regarder une grande tragédie, comme c'était le cas, mais maintenir cet esprit de solidarité sur le long terme. Sinon, malheureusement, ça sera plus difficile d'aller vers une société plus solidaire et finalement un monde meilleur. Et nous en avons bien besoin pourtant. Donc plus la résilience que la résignation. Il faut une résilience empreinte de compassion. Pas simplement une résilience, surtout pas une résignation. La résilience, c'est une force d'âme qui justement fait que vous ne vous fermez pas aux autres, mais au contraire, vous êtes prêt pour œuvrer avec les autres. Merci beaucoup Mathieu Ricard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité avec Christophe André et Alexandre Jolien, 3 amis en quête de sagesse, publié par l'Iconoclaste et Alary Éditions. Vous retrouverez dans ce livre le fruit de la réflexion de ces 3 personnalités pour apporter des réponses aux questions que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Ils nous racontent sur chaque thème leurs expériences, leurs efforts et les leçons apprises en chemin. Toujours de notre invité, Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance, chez Nil Éditions. Pour réfléchir à ces problématiques, toujours Le tourment de la guerre de Jean-Claude Guillebaud chez l'Iconoclaste. Et enfin, le dernier numéro de Regard bouddhiste avec un dossier consacré au courage de la non-violence que vous pouvez retrouver dans vos kiosques. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée.